En raison de la crise économique, en ce milieu d'année, au moment où je vous parle, notre manque de ressources se chiffre à 47 000 €. Et nous faisons donc appel de toute urgence à votre générosité pour permettre à TV Liberté de passer l'été, de faire face à ses engagements financiers, d'avoir les bases pour construire, bâtir les programmes et les émissions. Nous avons donc concrètement besoin de 580 personnes qui versent en moyenne 100 €, et cela avant la fin de ce mois. Aidez-nous à atteindre ce but. Avec tous ceux qui ont le désir que vive la France, nous allons faire grandir notre influence et porter haut et fort vos idées et vos aspirations. Notre projet est un combat. Nous avançons et progressons à pas de géant, et quand on veut nous faire taire, on passe à l'attaque. Alors oui, il y a le feu. Alors oui, à l'attaque. Chers amis téléspectateurs de TV Liberté, nous nous retrouvons pour une nouvelle émission synthèse avec tout d'abord Philippe Randa. Bonjour Philippe. Bonjour Roland. Ça va Philippe? Très bien. Très bien. Vous avez l'air en pleine forme. En plein déconfinement, tout va bien. Tout va bien, ça s'arrange. Chez vous là dans votre campagne, c'est bon là, il n'y a plus trop de contraintes. Il y en a pas beaucoup. Comme partout ailleurs. Ouais, c'est un espace de liberté chez vous. Il y a toujours ceux qui pétochent, ceux qui pétochent pas. Ouais, c'est comme ça. Il y a toujours les gens impressionnants et les gens impressionnables. Généralement d'ailleurs, il y a plus de gens impressionnables que de gens impressionnants. Voilà, tout à fait. Vous avez remarqué aussi. Je n'avais pas échappé. Et nous avons un invité qui est un invité impressionnant. Voilà. Et je ne veux pas dire que nous sommes impressionnables, parce qu'on est plus nombreux que vous, mais nous avons un invité qui est André Possokov. Alors André Possokov, je vais le présenter en quelques mots, c'est un vieil ami de la cause nationale, pour faire simple. Il est diplômé de sciences politiques, vous avez été expert comptable, commissaire aux comptes, et vous êtes surtout, et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, passionné par deux choses. L'histoire, d'où votre venue pour parler de votre nouveau livre qui vient de sortir, et puis d'un autre sujet qui nous a toujours passionnés ici, on a déjà consacré un certain nombre d'émissions à cette affaire, c'est le combat contre les éoliennes. Nous avions reçu Alban Darguin qui a édité il y a quelques années un livre Éolienne, un scandale d'État, un livre remarquable qui était le premier livre d'ailleurs sur ce sujet, qui a eu un énorme succès, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs, c'est grâce à ce livre, je me souviens que nous sommes connus, vous m'aviez contacté à ce moment-là, et donc on parlera tout à l'heure en fin d'émission un petit peu des éoliennes, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment dans ce domaine-là aussi. Mais si nous sommes là pour cette émission, je vous en prie. Je voudrais ajouter un troisième thème, qui est d'ailleurs mon thème principal, qui est celui de l'immigration, de la politique migratoire et de l'invasion migratoire. C'est un sujet indispensable. Voilà. C'est trois désastres, quoi. 3 désastres. 40, les éoliennes. Dans quel ordre? On va peut-être les prendre chronologiquement. Bon, alors on va les prendre chronologiquement. On va commencer donc avec le retour sur le désastre de 1940. Responsabilité et prolongation dans la collection Idées aux éditions Synthèse Nationale. Vous avez écrit ce livre. Ce livre, c'est un recueil d'articles que vous avez publié l'an dernier à l'occasion du 80e anniversaire de 1940, et des articles que vous avez publiés à la fois sur le site Synthèse Nationale, bien sûr, Riposte laïque, de présent, dans et les colonnes de présent, dans les colonnes de présent, du quotidien présent, et de l'Institut Polémia, voilà. Et de l'Institut Polémia, de notre ami Jean-Yves Le Gallou. Donc vous avez publié un certain nombre d'articles, et puis l'idée est venue de les regrouper tous, puisque c'était une suivi en fait, pour retracer un petit peu en dehors des sentiers battus, du politiquement correct et des idées à l'endroit, ce qui s'est passé en 1940, parce qu'on a un peu tendance à aujourd'hui à caricaturer tout ça, en faire un tout, et en fait les choses n'ont pas été aussi simples qu'on veut bien le dire. Vous pouvez peut-être nous présenter en quelques mots cette démarche? Si vous voulez, l'idée,
c'est de faire de la réinformation historique. Il existe de la réinformation qui est faite ici en particulier sur les événements, sur l'actualité. D'excellents écrivains, d'excellents historiens font de la réinformation. On peut citer le cas de Bernard Lugan sur l'Afrique. Et pas que sur l'Afrique d'ailleurs, il y a oui, absolument. Sujets sur lesquels Bernard a travaillé. Mais en particulier sur l'affaire des ethnies. Et puis il y a Sevilla, par exemple, pour prendre cet exemple. Si vous voulez, il y a aussi toute une action de réinformation avec passé-présent de Philippe Conrad et sur TV Liberté. Ce que j'ai proposé il y a maintenant 3-4 ans, c'était de faire de la réinformation sur des émissions de télévision, sur des documentaires dont certains étaient scandaleusement faussés, pas tous, mais scandaleusement faussés. Et le problème, c'est que lorsque ces documentaires passent sur Arte, passent sur la 5, passent sur RMC Découverte, en particulier RMC Découverte, ce sont des millions de personnes qui peuvent les voir, qui peuvent y avoir accès. Et dans certains cas, eh bien, plutôt que de me convulser d'orage sur mon divan, j'ai proposé à Philippe Conrad de faire des interventions sur telle ou telle émission, sur tel et tel documentaire. Et puis, cela m'a conduit également, lorsqu'il y a eu le 80e anniversaire, à vous proposer des articles. Pourquoi? Parce que je ne suis pas historien de formation, mais souvent l'information qui est faite au travers de la télévision et au travers de ces documentaires est d'un tel niveau, est sujet à tellement de critiques, qu'il n'y a pas besoin d'être un grand historien pour les contrecarrer. C'est de rappeler un certain nombre de faits, de les sourcer, de les documenter. Et je crois que c'est absolument indispensable. Je prends l'exemple de Montcornet, qui est présenté par des gens qui se présentent comme des historiens, comme une victoire. C'est un acte de courage. Montcornet, c'est la fameuse bataille qu'aurait menée Charles de Gaulle avec ses tanks. C'est sur ordre d'ailleurs du haut commandement qu'avec une division blindée incomplète, non entraînée, Charles de Gaulle, effectivement, le général, à l'époque colonel, pas encore général, a essayé de prendre de flanc les forces gudérianes pour au moins faire obstacle à la progression extrêmement rapide des blindés allemands. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce qu'il n'y avait pas d'aviation, parce que les troupes n'étaient pas entraînées, parce qu'il n'y avait pas le matériel suffisant, la division n'était pas complète, c'était pas sa faute. Et ça a été un échec. L'avance des divisions blindées allemandes n'a pas été retardée beaucoup pour autant. C'est quand même, il a essayé de faire quelque chose malgré cet échec. C'est présenté souvent comme une victoire. Bien non, je pense que c'est cet exemple. Mais ce n'est pas imputable à Charles. Absolument pas. Il a fait avec les moyens du bord. Il a fait avec ce qu'on lui a donné et qui était incomplet. Ce qu'on lui a donné ne pouvait pas. Il faut voir qu'il y avait des officiers qui ne connaissaient pas leurs hommes, qui avaient pris contact avec leurs hommes le matin même. Mais comment est-ce possible alors qu'il y a eu 9 mois quasiment de guerre, la fameuse drôle de guerre. On était en déclaration de guerre et comment à ce moment-là des gens n'ont pris le commandement de leurs troupes que la veille pour le lendemain. C'est le problème des responsabilités. On peut examiner le problème des responsabilités du haut commandement et du commandement français qui n'a pas entraîné les troupes pendant 9 mois, alors que la marine, elle s'entraînait dur. On peut mettre en cause le haut commandement et les fautes du haut commandement. Mais les premières divisions blindées ont été constituées en janvier 40. Il y en a eu 4. Et au moment de l'attaque allemande du mois de mai, il y en avait 3 qui étaient à peu près complètes, mais non suffisamment entraînées. Une division blindée, c'est pas simplement 300 ou 400 chars. C'est une coordination entre les transmissions, entre l'artillerie. Ça demande des mois et des mois d'entraînement. Ce n'est pas parce qu'on a des chars que l'on a une division blindée. Or, le pouvoir politique a été fondamentalement hostile à des divisions blindées. Rappelez-vous, De Gaulle, il n'a pas été le seul à recommander des divisions blindées. Le général Doumain, le général Hering, on avait demandé. Tout ça est très ancien. Mais dans le problème des responsabilités, le pouvoir politique, qui ne voulait pas d'une armée offensive, a retardé au maximum l'apparition des divisions blindées.
Et la seule avancée, c'est les divisions légères mécaniques qui dépendaient de la cavalerie, qui ont été initiées par le général Weygand au début des années 30, et qui, elles, étaient à peu près prêtes, et qui ont fait jeu égal avec les divisions blindées allemandes aux batailles de Hanu en Belgique. Mais les divisions blindées françaises, du fait du retard de leur mise en place, ne pouvaient pas affronter de façon valable les divisions blindées allemandes qui étaient en entraînement depuis des années. Alors, vous soulevez juste un problème, enfin un fait en tout cas, c'est que la responsabilité en fait de tout cela, c'est en fait la Troisième République, les gouvernements successifs de la Troisième République, en particulier ceux des années 30 et qui ont précédé, sans parler du Front Populaire, qui ont désarmé la France, tout simplement. Alors, je voudrais intervenir sur les divisions blindées. Il ne faut pas oublier que parallèlement, au moment de l'attaque allemande sur la Pologne, il y a je ne sais plus quel général commandant les forces polonaises qui ont dit qu'ils viennent avec leurs tanks, notre cavalerie va les chasser. J'ai beaucoup de peine à le dire, hein, parce que j'aime beaucoup la Pologne et les Polonais, mais leur suffisance, leur non-compréhension de leur infériorité militaire a joué un rôle considérable. Ils étaient persuadés en 1939 que ce serait une promenade militaire d'aller jusqu'à Berlin. Et c'est d'ailleurs une des causes, pas toutes. Il n'y avait pas que. Oui, mais enfin eux en particulier. C'est une des causes de leur refus de négocier avec les Allemands sur l'affaire de Danzig. Ils pensaient qu'ils allaient écraser les Allemands. Absolument. Absolument. Avec leur cavalerie contre des tanks. Et ils ont été extrêmement courageux, mais avec une telle infériorité matérielle, parce qu'il n'y avait pas que ça. Il y avait l'infériorité en aviation, dans tous les domaines, au plan technique. Donc, effectivement, il y a eu chez les Polonais cet aspect des choses. Il y a quand même beaucoup de gouvernements qui, globalement, ont mal jugé de la situation. C'est pas pour défendre le gouvernement de la Troisième République, loin de là, qui a été en dessous de tout. Vous défendez souvent la Troisième République. Pas du tout. Monsieur Philippe, je vous en repérerai. L'un des axes de défense, c'est de dire que d'abord, mais je voudrais revenir sur la Troisième République, vous ne me lâcherez pas. Non, c'est important. Et la Troisième République de l'entre-deux-guerres, pas toute la Troisième République et pas toute la République. Oui. C'est que toutes les armées étaient en retard par rapport à l'armée allemande. Ne parlons même pas des Belges ou des Hollandais. Les Hollandais sont rendus, les courageux Hollandais sont rendus au bout de 3 jours. L'armée anglaise n'existait plus. Elle avait été, dans les années 20, complètement défaite. Lorsque nous sommes rentrés en guerre, à l'instigation des Anglais, les Anglais nous étaient en mesure, en septembre 1939, de nous fournir 2 divisions. Pas 3, 4, 2. Et on a déclaré la guerre comme cela. Les Américains avaient une armée de 200 000 hommes, éparpillés sur un peu partout. Les Russes avaient une armée conséquente, enfin les Soviétiques, une armée conséquente et importante, mais qui avait été... comment dirais-je, on lui avait coupé la tête puisque Staline avait fait une épuration massive et on pensait que cela ne pourrait qu'affaiblir l'armée soviétique. D'autant plus que les échecs de l'armée soviétique en Finlande, quand même un petit pays, la Finlande, un petit pays avec une petite armée, ils sont allés d'échec en échec, en plein hiver. Donc on a dit, ils ne valent rien. L'armée française, par rapport à tout cela, elle a été capable de mobiliser 4-5 millions d'hommes, et elle avait un nombre de divisions qui étaient, alors dizaines, vingtaines, qui ont été de bonne valeur, malgré tout en situation d'infériorité par rapport aux fers de lance allemands, les divisions blindées, mais aussi les divisions motorisées et mécaniques. Pas toute l'armée allemande était motorisée et mécanique. Donc, pendant 9 mois, il n'y a pas eu d'entraînement de toutes ces divisions, mais le pouvoir politique ne voulait pas, dans ses gènes, ne voulait pas d'une armée offensive, et notamment de divisions blindées qui auraient servi à des offensives. Seules les divisions légères mécaniques, il y en avait 3, ont fait le poids face aux Allemands. Alors, ça venait d'où, donc, d'une mauvaise appréhension de la situation? Ça venait de l'idéologie pacifiste et antimilitariste de la part de la Troisième République de l'entre-deux-guerres. Dès les années 20, après la guerre et l'hécatombe,
l'armée française en 1918 était l'une des plus belles que nous ayons eues, et elle était dominée certainement toutes les autres armées. Elle a formé l'armée américaine. Et les Anglais ne sont arrivés à ce niveau-là que à peu près en 1918, au dernier moment. Mais ils y sont arrivés, mais bien après nous. Et dans les années 20, la volonté politique, surtout après le cartel des gauches de 1924, c'était de réduire l'armée. On a réduit le service militaire jusqu'à 1 an. C'était de ne pas faire d'investissement et surtout de se rallier à la théorie de Jean Jaurès, qu'a repris après Blum, qui était celui de la levée en masse de la population. Autrement dit, on a une guerre, à ce moment-là, la population, comme en 1792-93, c'est la théorie la patrie est en danger. La patrie est en danger, tout le monde se réunit et on va se battre contre l'ennemi. Alors ce qui était valable en 1791-92 n'était pas valable en 1939. Et surtout, on craignait qu'une armée offensive devienne une armée de prétoriens. C'est-à-dire que la gauche a toujours redouté un putsch, un coup d'État militaire. C'est particulièrement patent entre les deux guerres. Et ça a quand même toujours été un fantasme, quoi. Ça a toujours été un fantasme. On ne peut pas imaginer. Mais qui perdure encore. On l'a vu dernièrement, sur quelques signatures et hop. Oui, encore que, aussi soumise qu'était l'armée entre les deux guerres, on a eu des protestations parfois véhémentes et parfois dans des réunions de comités de haut conseil militaire, des refus de propositions de la part du politique. Et puis il y a eu un homme qui pendant 4 ou 5 ans s'est opposé à la détérioration de l'armée, il s'appelait Végan. Alors il l'a fait avec sa véhémence, il l'a surtout fait par des notes écrites, où il mettait les politiques devant la responsabilité. Il faut bien voir que de 1930 à 1936, les crédits, jusqu'en 1935, les crédits ont diminué, mais surtout que tout était fait pour affaiblir l'armée. Ça ne remonte pas au Front populaire. Il y a donc une responsabilité politique dans les principes mêmes, parce que les généraux qui ont commandé l'armée française en 1940 n'aient pas été bons. Qui les avait nommés? Car il y avait de bons généraux quand même. Qui les avait nommés? Qui avait nommé Gamelin, qui a été le chef de l'armée française pendant 10 ans? Mais surtout, c'est dans la conception même de la guerre. C'est-à-dire que l'on n'imaginait qu'une armée défensive, pas de corps de bataille offensif. Le résultat a été vu en 1936, lorsqu'il y a eu la remilitarisation de la Rhénanie. La remilitarisation de la Rhénanie, Hitler a récupéré la Rhénanie avec quelques bataillons. Donc il suffisait d'envoyer il aurait basculé en disant, vous voyez, c'était un coup de dé, et il a dit après, vous voyez, oui, je ne savais pas ce qui allait se passer, il ne s'est rien passé. Les démocraties sont pas capables. Il suffisait. Je sais qu'il y a au moins un auteur que vous connaissez bien qui dit le contraire, et un général, Gérald Bourrachot, je crois, qui dit que ce n'était pas si certain qu'on ait pu gagner. Mais d'une manière générale, et on a le témoignage de ceux qui ont connu la réaction de Hitler, je suis convaincu que s'il y avait eu une force d'attaque, tout le monde était convaincu que s'il y avait eu une force d'intervention, une force de frappe de 2-3 divisions, Hitler repassait le Rhin. Et là, on était dans une autre situation. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait parce qu'il n'y avait pas ce corps. Et que Gamelin, qui n'était quand même pas un foudre de guerre, surtout à ce moment-là, a dit, moi, il faut que je mobilise. Et c'est vrai qu'il fallait mobiliser, parce que c'était la règle. On mobilise pour faire la levée en masse et on a la ligne Maginot pour protéger ou donner ce temps-là. Mais face à la réoccupation de la Rhénanie, rien n'avait été prévu, ni comme moyen, ni comme stratégie. Alors, il y a deux personnages. Je t'en prie. Je voudrais finir, il faut voir que 1936, c'est le moment clé. Oui, justement. Et la lâcheté des gouvernants, Sarraut, Flandin, la faiblesse, mais surtout la faiblesse de Gamelin, mais surtout le fait que l'armée avait été organisée comme le voulaient les politiques, plus le refus des Anglais de se mêler de cette affaire, et même dans un esprit de sympathie à l'égard des Allemands, ont fait que le vrai désastre a été 1936. Il y a deux personnages dont vous parlez beaucoup dans ce livre, enfin dans la première partie de ce livre en tout cas, c'est Léon Blum bien sûr et André Tardieu. Pourriez-nous parler de ces deux Oui, alors en ce qui concerne Tardieu,
je me suis beaucoup inspiré d'un livre d'un excellent auteur, Maxime Tandonnet, que je tiens à citer parce qu'il a écrit d'autres livres sur d'autres sujets excellents. Il a écrit un livre sur Tardieu, qui est un personnage peu connu, qui est un personnage de haute valeur, qui dominait complètement les débats et que la gauche a honni, insulté, empêché de parler. Lorsqu'on dit que Blum a été insulté dans des conditions inimaginables, dans des conditions humiliantes, et c'est vrai, que notamment l'Action française a passé son temps à l'insulter d'une manière qui n'était pas admissible, mais Tardieu a connu la même chose et même en pire. Il a été un remarquable ministre des Travaux publics et des Transports. Il a fait quelque chose qui lui a mis à dos toute la gauche et les francs-maçons, c'est que l'un des premiers ministères qu'on lui a proposé et qu'il a accepté était le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, c'était les cultes, et ça, c'était réservé. C'était réservé aux radicaux socialistes et aux francs-maçons. À partir de ce moment-là, il s'est fait des ennemis complètement. Lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, il a réprimé des manifestations. Il n'a pas réprimé, il a empêché des manifestations de manière très habile, des manifestations communistes qui étaient particulièrement violentes comme celles de nos gauchistes en 1929. C'est un homme qui, au début des années 30, a été 3 fois ministre du Conseil, président du Conseil, pardon, et qui a lancé des choses extrêmement importantes. La première, il y avait des excédents budgétaires à l'époque. On avait des excédents budgétaires. Il a voulu lancer une opération importante, une politique importante de grands travaux. Ce qui était tout à fait nouveau, de rénovation de l'agriculture, de rénovation de l'industrie. À cela s'y opposait Blum, en disant tout ça c'est de la poudre aux yeux, ça ne marchera pas. Il n'a pas pu appliquer ce plan-là. Et c'est justement une des causes de la défaite de 40, c'est l'insuffisance de l'appareil industriel. La deuxième chose, et il faut le noter, et ça mérite des développements importants. Tout le monde sait que, bien entendu, dit ou que le système de la sécurité sociale, que l'État-providence sont nés en 1945. Non, ce n'est pas vrai. En 1930, 31, et on a du mal à le dire, mais le ministre qui a fait les choses concrètement à l'instigation de Tardieu, c'est Laval. Je rappelle que Laval vient de la gauche. Oui, radical. Et c'est là que l'on a été créé un système d'assurance sociale pour les retraites, pour la maladie. Alors, c'était une ébauche. Ça n'avait pas l'ampleur de ce qui a été fait en 1945. Mais c'est à ce moment-là que personne ne le dit. Or, c'était un gouvernement de droite. Alors, il faut préciser les choses, il faut en montrer la juste dimension. Ça n'avait pas l'ampleur de 1945, mais c'est né à ce moment-là. Les premières allocations familiales ont été lancées par des patrons. Et ça avait été repris dans ces lois de 1930-1931. Bon, ça, il faut le rappeler. Et puis, Tardieu a été systématiquement combattu dans des conditions déshonorantes et antidémocratiques par ses adversaires politiques. Et en 1934, il a fait partie du gouvernement Doumergue, vous savez, ce gouvernement qui est né après le 6 février 1934. Et ce gouvernement, 9 mois après, où figurait Pétain comme ministre de la guerre, maréchal Pétain comme ministre de la guerre. Et 9 mois après, ce gouvernement a cessé parce que Herriot et Blum derrière ont compris que ce que voulait ce gouvernement, c'était modifier ô combien légèrement la Constitution, et ils ne voulaient pas qu'on y touche. Je voudrais souligner le rôle néfaste qu'a eu Herriot à la tête des radicaux socialistes. Et puis après, il s'est retiré à Menton, et il a écrit des livres importants sur la démocratie telle que la concevaient les politiciens de la Troisième République. Il faut signaler qu'il faut bien insister sur le fait que c'est la Troisième République de l'entre-deux-guerres. On n'attaque pas la République, on n'attaque pas la Troisième République, encore, qui a beaucoup de choses à dire, mais c'est la Troisième République entre les deux guerres. Un nombre de ministères considérable. Ça a changé tout le temps, oui. C'est un peu comme la quatrième. Il dénonce le fait que le suffrage universel était violé. Oui. Les femmes ne votaient pas. Mais pourquoi? Par machisme? Absolument pas. C'est parce que les radicaux et les anticléricaux ne voulaient pas que les femmes votent, parce qu'elles étaient censées voter plus à droite et voter plus pour les curés.
Et les militaires ne votaient pas, non plus. Le maréchal Pétain et le colonel de Gaulle ne votaient pas. Donc, il a écrit un grand nombre de livres sur les institutions et pour la Constitution de 1958. Alors, son œuvre est inachevée puisqu'il a eu un énorme AVC en juillet 1939 et qu'il est mort en 1945. Mais ses écrits ont été repris par le général de Gaulle, qu'ils avaient lu attentivement, pour faire la Constitution de 58. D'accord, d'accord. Philippe, question? Oui, là, on est effectivement, vous avez eu raison de remonter à 1936, mais le désastre de juin 40, cette totale impréparation, alors qu'il y a eu 9 mois, où ils auraient pu faire, ça reste incompréhensible. Je ne veux pas faire un petit parallèle avec la gestion de la crise du Covid par les pays du monde quelques décennies plus tard, mais enfin, ça y ressemble beaucoup. C'est-à-dire l'incompétence à ce point-là. Vous avez raison. L'aveuglement à ce point-là, parce que qu'on fasse de la propagande en disant que les Allemands, je me rappelle avoir lu que on a essayé de faire croire que les Allemands n'avaient pas mangé, n'avaient pas d'armes, ils allaient se révolter contre l'abominable régime nazi. C'est pour ça d'ailleurs le choc quand les Français ont vu arriver ces divisions de gens qui étaient pas des penaillés. Vous avez raison. Mais comment on peut arriver à ce taux d'aveuglement? Alors. L'idéologie est assez forte pour Alors, il y a la part de l'idéologie pacifiste, il y a la part de l'état d'esprit du Front populaire. Moi, je mets en cause la Troisième République de l'entre-deux-guerres. Le Front populaire aussi, puisque il y a eu beaucoup de grèves, il y a eu un état d'esprit qui n'était pas tourné vers le travail et vers la défense nationale. Le réarmement, il a commencé, non pas en 1936, mais il a commencé, contrairement à ce que disent les défenseurs du Front populaire, mais il a commencé à la mi-38. C'était trop tard. C'était trop tard. Et l'armée n'était pas prête déjà. Il y a la responsabilité du haut commandement. Cette responsabilité du haut commandement, elle est importante parce qu'effectivement, l'armée française ne s'est pas suffisamment entraînée pendant les 9 mois. Il y a des souvenirs de diplomate Margerie qui avait demandé, il avait une trentaine d'années, entre 30 et 40 ans, il a demandé à être au front. Il est parti dans un régiment d'une division d'élite, la 14e, et il était dans un régiment d'élite. Et lorsqu'il est arrivé, on lui avait donné une compagnie ou une section de mitrailleuses. Il s'est aperçu que les mitrailleuses n'avaient jamais... Il est arrivé en décembre 39, alors qu'il y avait eu la déclaration de guerre en septembre, il s'est aperçu que les mitrailleuses n'étaient pas arrivées, personne s'en était occupé. C'était un état d'esprit. C'était un état d'esprit de comment on a pu passer d'une armée aussi performante qu'à 14 mais il y avait d'excellentes divisions. Mais elles ont été regroupées dans le nord de la France. Il faut voir que d'ailleurs, en juin 40, des divisions de série B qui avaient tellement fauté en mai 40, notamment celles sur la Meuse, ces divisions se sont réveillées. Et que certains se sont battus héroïquement, certaines se sont battues héroïquement, mais trop tard, à Dunkerque par exemple, ou en d'autres places. Mais cette armée n'était pas prête. Et puis il manquait des moyens. Le journaliste Payat raconte que la 9e armée, qui a subi de plein fouet le choc des Allemands, il y avait beaucoup de divisions de série B, alors que c'est là qu'allaient attaquer les Allemands, que pour certains régiments, le seul officier d'active était le colonel du régiment. Dans certains régiments, les hommes avaient peur, les officiers de réserve avaient peur de leurs hommes, tellement ils les maîtrisaient mal. Mais pas dans toutes les divisions, mais dans certaines. Et l'impréparation a été manifeste. De plus, il manquait beaucoup d'un certain nombre d'armes importantes. Alors, les canons anti-chars efficaces, surtout la DCA, insuffisamment d'avions, et puis pas de transmission. Lorsque l'armée française du Nord a été encerclée avec les Anglais, il n'y avait pas de radio entre les armées du Nord et Paris, et entre le haut commandement. Et c'est pour ça que Weygand a dû prendre l'avion pour aller voir ses subordonnés, avec les risques que cela impliquait. Ça aussi, ce sont effectivement, vous avez parfaitement raison, il y a eu une
insuffisances concernant la mise en place, l'entraînement de l'armée française en 39-40. Cela reflétait aussi un état d'esprit général, né de cet antimilitarisme, de ce pacifisme de l'entre-deux-guerres. Il faut voir que les Allemands, les troupes allemandes, il y a eu des défaillances en Pologne. D'ailleurs, les généraux l'ont dit à Hitler, s'étaient mis en rage, mais ils ont travaillé de manière acharnée pendant les fameux 9 mois. Ce que n'a pas fait suffisamment l'armée française, bien qu'il y ait eu quand même d'excellentes divisions et que dans certains cas, à Stone, à Hanut, on ait fait jeu égal, mais pas de manière suffisante. Les Allemands ont tiré les conclusions des défaillances qu'ils avaient pu connaître en Pologne. Il faut voir le haut commandement. Il faut voir que, par exemple, alors, tous ces gens-là, tout ce haut commandement a été désigné par la Troisième République. Hein. Gamelin est arrivé au début des années 30, il avait 67 ans en 1940, malade, et ces grandes fautes stratégiques, mais qui lui reviennent, qui sont ni politiques ni de l'armée, c'est d'avoir, alors qu'il avait la ligne Maginot, d'avoir éparpillé toutes les bonnes divisions, au lieu de regrouper les bonnes divisions là où forcément les Allemands attaqueraient, c'est-à-dire en Belgique, ils le savaient qu'ils attaqueraient. On a éparpillé, autrement dit, la ligne Maginot devait pendant un certain temps permettre d'économiser des forces. Ces forces, on les a dispersées. Et on a mis, deuxième erreur, sur la Meuse, dont Gamelin ne voulait pas entendre parler. Au général Corap, il dit Corap, la Meuse ne m'intéresse pas. Et on a mis des divisions qui sont débandées, la 55e et la 71e, parce qu'elles n'avaient pas les moyens, parce qu'elles ont pris de plein fouet le choc de 7 ou 8 divisions blindées allemandes. Ce sont des erreurs graves. La troisième erreur grave, qui est l'entrée en Belgique, n'est pas tellement le fait du haut commandement. C'est une volonté politique suggérée par les Anglais qui ne voulaient pas que les Allemands occupent la Belgique parce qu'ils avaient peur d'être bombardés. Au début, Gamelin avait dit non, ce n'est pas possible si je ne peux pas entrer le premier, de rentrer alors que les Allemands attaquent. Nous allons être pris de plein fouet, c'est ce qui est arrivé. Mais une fois qu'il a dit que les politiques se sont prononcés pour, à l'instigation des Anglais lors des conférences qui avaient lieu tous les mois, il a cédé, parce qu'il cédait toujours devant les politiques. Ça, ce sont les grandes erreurs qui ont eu lieu, et le haut commandement y a participé. Mais fondamentalement, l'impréparation de l'armée française, malgré les investissements de 1936, c'est 20 ans d'erreurs stratégiques, de commandement, de pacifisme, qui ont abouti à 1940. Alors, chers amis, nous venons pendant la première partie de cette émission déjà de désigner les responsables de cette dramatique guerre. Vous savez, actuellement, il y a encore des contraintes sanitaires. Et en raison de ces contraintes, bientôt notre ami Philippe Randa va être obligé de nous quitter pour laisser la place au professeur qui attend avec impatience. Mais il va arriver. Et vous l'attendez aussi d'ailleurs. Mais Philippe, en attendant, il y a votre rubrique, votre chronique que l'on retrouve dans le quotidien présent, sur le site Synthèse Nationale et sur le site Euroliberté. J'avais fait un petit avant-propos en parlant d'incompétence avec la gestion de la crise du Covid-19. Ô combien les choses n'ont pas l'air d'avoir beaucoup changé. Les autotests, je vais vous parler de l'incroyable talent du gouvernement. Tout le monde le sait bien, on ne change pas une équipe de talent. Emmanuel Macron et ses ministres poursuivent ainsi un sans faute dans la gestion du Covid. La preuve avec leur stratégie de dépistage en milieu scolaire, soit le déploiement des autotests censés ralentir la circulation de la pandémie. En voilà une idée qu'elle est bonne, n'est-ce pas? Une adhésion de 25% à un dépistage hebdomadaire entraînerait une réduction du nombre de cas de 30% par rapport à la situation actuelle, tandis qu'une adhésion de 75% conduirait à une réduction de 50% des contaminations, a communiqué le ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. On allait voir ce qu'on allait voir et la pandémie n'avait plus qu'à bien se tenir. Surtout se contenir de rire, car cette campagne a certes démarré par des retards de livraison, bon, rien de nouveau, mais aussi par un plus inattendu souci de mode d'emploi. Certains lots ont été livrés avec une notice « un rien difficile à conceptualiser ». Avec 2 traits sur la borne de lecture, on est positif. Mais avec un trait, on l'est aussi. Excès de principe de précaution.
Non, simple erreur du fabricant, comme l'a rapidement confirmé le cabinet de Jean-Michel Blanquer. Après ce bel échauffement, nos gouvernants, au mieux de leur forme, comme on le voit, ont également proposé des lots de tests par boîte de 5, 10 ou 25, dont certains accompagnés d'une notice dans toutes les langues, sauf le français. Oh bon. Eh oui. Dans le but louable, sûrement, de nous épargner l'écriture inclusive. C'est tout? Mais non! Des chefs d'établissement se sont retrouvés à répartir 30 boîtes de 10 tests non sécables entre 80 personnes. Ce qui pourra toujours faire un sujet d'épreuve pour le baccalauréat, n'est-ce pas? De toute manière, si la solution est de laisser le temps au temps, les familles ne s'y trompent pas, puisque le taux d'acceptation parmi les élèves est quasi nul. Le syndicaliste Philippe Vincent du SNDPDE, UNSA à Aix-en-Provence, se lamente. Sur les 2000 demandes d'autorisation que j'ai adressées aux familles, je n'ai reçu qu'une 50aine de réponses positives. Avec de telles performances, Emmanuel Macron et ses ministres n'ont guère de soucis à se faire pour leur avenir. Quand ils auront quitté les affaires, leur reconversion est assurée chez Pinder, Grus ou Achille Zavata. Ils n'auront que l'embarras des scènes les plus prestigieuses pour exercer leur incroyable talent. Eh bien, merci Philippe, merci pour cette chronique. Et puis, on se retrouve pour la prochaine émission. Mais nous, on va continuer avec André Possokov et le professeur Pierre Delauvier qui va nous rejoindre. Au revoir. À bientôt. Alors, professeur Pierre Delauvier, André Possokov. André Possokov, notre invité du jour, a écrit un livre passionnant qui s'appelle Retour sur le désastre de 1940. Bon, le titre est assez implicite en soi. Hein. Et nous avons, dans la première partie, avec Philippe Randa, examiné les raisons de ce désastre, que l'on peut imputer en grande partie aux différents gouvernements qui ont précédé la guerre de la Troisième République, entre les deux guerres, et le Front populaire, enfin, tout ce qu'il y a pu y avoir à ce moment-là où on a préféré faire la politique de l'autruche plutôt que de voir les réalités en face. Mais d'ailleurs, quand on écoute la chronique de Philippe Randa, on peut se dire qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Macron se voyait en guerre il y a un an, c'est à peu près la même chose. Mon sentiment est que nous sommes retombés au même niveau effectivement depuis pas mal de temps, mais qu'il y a eu une bonne période si on met une bonne période de la France à la fin de la au point de vue efficacité, travail, pendant les 30 Glorieuses, oui, voilà. La situation de la France n'était pas la même. La France en 1970 était une nation respectée, écoutée, avec la France de dissuasion, avec une armée, avec une économie. Hein. Je rappelle qu'un think tank américain avait sorti une étude que j'ai toujours chez moi, disant que tel que c'était parti au début des années 70, pendant les années 70, la France rattraperait et dépasserait l'Allemagne. Et ils argumentaient fort. Je crois que c'est le Boston Consulting Group, mais je ne suis pas certain. Et ça n'a pas eu lieu, puisqu'on a sacrifié l'industrie dès la fin des années 70. Zemmour en parle souvent. Il dit que l'industrie a été détestée par la classe gouvernante française. C'est des choses très intéressantes, parce que souvent aujourd'hui, les jeunes Français, ils ont une idée assez fausse. Ils dévalorisent un petit peu la France parce qu'ils ont oublié ça, et moi je pense que la France a eu des dirigeants indignes d'elle depuis bien longtemps, et qu'on a oublié que autour de 1900, à la belle époque, la France était extrêmement inventive. Et c'est Théodore Zeldin, l'auteur de l'histoire des passions françaises, qui m'a frappé dans ce livre, qui a bien des défauts, mais il y a beaucoup de choses intéressantes dedans aussi, c'est qu'il fait cette remarque souvent, qu'au lieu de lui, anglais, les Français lui font penser le font penser aux Américains. Et en effet, l'avion a été inventé pratiquement au même moment par les Américains et les Français. L'automobile doit énormément aux Français. La radio, le cinéma, tout cet esprit extrêmement inventif du Français, qui n'est pas tellement, les Anglais étaient des grands assureurs, commerçants, etc., mais n'étaient pas tellement comme ça, en tout cas à cette époque-là. Et ça a été complètement oublié. On a l'impression que maintenant, ceux qui inventent, c'est les Chinois et les Américains, et les jeunes ne se rendent pas plus compte de ça. Et effectivement, ils n'ont pas tort, puisque si jamais vous inventez quelque chose et que vous le fabriquez, de toute façon, vous devenez un monstre, et il faut urgemment vous prendre votre argent. Mais pour revenir au désastre de 1940, il y a un petit fait
que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, et je m'étais jamais posé la question, c'est qu'en 1940, il y aurait bien avoir des élections. Oui, tout à fait. Et on dit même que le PSF du colonel de la Roque était bien placé pour remporter. Et que vraisemblablement, il aurait eu un très très fort score. Donc là, on a une espèce de page historique qui a été remplacée par une autre. Oui. Hein. Et donc quand on dit que la France, et ce qui est vrai, hein, qu'elle a été sonnée par la guerre de 14, mais en 40 elle se bat très très bien quand même. Hein. Non, elle ne se bat pas bien, mais beaucoup de soldats, après le choc initial qui n'était pas rattrapable, se sont très bien battus, c'est vrai. Oui, oui. Mais sur l'ensemble, cela a été un désastre. Hein. Oui, mais c'est comme vous savez, beaucoup de. Vous savez, on a un peu tendance aujourd'hui, enfin beaucoup de gens ont un peu tendance aujourd'hui à réduire la campagne de 40 à où est donc passée la 7e compagnie. Quoi. Oui, c'est une vision totalement caricaturale et totalement. C'est un désastre. Alors qu'il y a des gens qui se sont battus de manière formidable. C'est un désastre stratégique. Mais d'abord, il y a une question, hein, il y a des historiens qui se sont demandé est-ce que la France aurait pu gagner on a vu que non. Là, moi, je pense qu'au bout du compte... Non, pas à cause de ces soldats. Non, mais je pense que d'une certaine manière, quand même... je ne suppose pas que l'organisation entière de l'armée française aurait été changée, parce qu'à ce moment-là, on change trop de données. Mais quand même, je pense que le désastre aurait pu être moins éclatant. Alors, et j'en profite quand même, vous ne pourrez pas ce plaisir de dire un petit peu de mal du général de Gaulle, c'est que je pense que le fait de s'attendre à ce que les Allemands passent par la Belgique et immédiatement de se ruer en Belgique a été une erreur absolument fatale, et dont le général de Gaulle était un ardent partisan, oui. Le grand visionnaire. On a parlé de Montcornet un petit peu déjà. Concernant la Troisième République, je pense que la responsabilité sur la Troisième République de l'entre-deux-guerres, les responsabilités sont écrasantes. Il ne s'agit pas de la Troisième République d'avant 14, encore qu'il y a beaucoup à dire. De l'entre-deux-guerres, oui. C'est de l'entre-deux-guerres. Hein. Concernant la Troisième République de l'avant 14, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il y a des choses à dire. Hein. Il est vrai que la France a été très inventive. Moi, je cite un livre sur Poincaré, d'un nommé Maxence, je crois, qui dit la même chose que ce que vous disiez. Est-ce que le désastre aurait pu être évité? Oui, s'il y avait eu un autre haut commandement et si il y avait eu un haut commandement, je ne parle pas de l'armée en général, et si il y avait eu si on avait utilisé les 4 ans à partir de 1936 pour réellement réarmer, pour mettre en place un outil industriel, oui, il y aurait eu moyen de faire quelque chose. Ça n'a pas été fait. Mais ce qui est anormal, c'est le désastre en lui-même, pour des raisons qui ont été expliquées tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui serait passé si les Allemands n'avaient pas enfoncé les troupes françaises sur la Meuse, troupes sous-équipées, sous-encadrées, de mauvais niveau? Il y aurait eu un front. Et face à ce front, qu'est-ce qu'il y aurait eu? Il y aurait eu la France avec 40 millions d'habitants, épuisée démographiquement, avec une industrie en très mauvaise forme, face à un pays de 80 millions d'habitants, avec une industrie qui représentait 4 fois celle de la France. Donc il n'y aurait pas eu moyen de gagner quoi que ce soit. Nous n'avions ni les moyens démographiques, ni les moyens économiques, ni les moyens industriels. Et de plus, si cette guerre avait duré, les pertes humaines auraient été encore beaucoup plus fortes. Comme en 14-18. Donc c'est le désastre, effectivement, qui est anormal, mais la France ne pouvait pas gagner. Alors, c'est le crime. Je ne le crois pas non plus. C'est le crime des politiciens des années 37, 38, 39 d'avoir déclaré la guerre dans de telles conditions. Rappelons quand même que le 23 août, Daladier, président du Conseil, avait réuni les chefs des 3 armes et que lorsqu'il a posé la question au général Gamelin a dit « nous sommes prêts ». Donc sa responsabilité est entière de ce côté-là. Mais Daladier ne pouvait pas ne pas savoir combien l'armée française était en état d'insuffisance par rapport à l'armée allemande et surtout il ne disposait d'un appui que dérisoire de la part des Britanniques, et il aurait dû en tirer les conséquences. Il ne l'a pas fait, il en porte le poids. Malheureusement, il est revenu en 44, il est revenu en 45. Alors c'est passionnant tout ce que vous nous racontez, et tout ce qui est raconté dans ce livre,
Il y a beaucoup de choses et malheureusement l'heure passe vite et j'aurais voulu qu'on parle un petit peu, mais toujours trop vite, et comme j'aurais voulu qu'on parle un petit peu de l'autre sujet qu'on a abordé tout à l'heure, celui des éoliennes. Je voulais juste dire que vous traitez aussi de sujets comme Merzel-Kébir, comme Staline, les rapports Staline-Hitler. Enfin, il y a énormément de choses qui sont traitées dans ce livre et on peut évidemment inviter nos téléspectateurs à le lire. Hein. C'est un livre passionnant. Vous vouliez rajouter quelque chose, professeur, là-dessus? Non, c'était. Non. Et donc ce livre qui est édité par Synthèse Nationale, on peut se procurer sur le site synthèse-édition.com. Voilà. Alors André Possokov, comme je disais tout à l'heure, vous intéressez aussi beaucoup au problème des éoliennes. Alors on a quelques minutes, très peu de temps. On a 5 minutes à peine. Oui. Ah, alors donc, après on parle de Napoléon qui est un genre d'éolienne et qui oui, ça va être un petit peu historique juste parce qu'il nous reste plus que quelques minutes. Oui. Alors votre question sur les éoliennes. Alors là, on fera vite la question sur les éoliennes. Les éoliennes, vous êtes engagé dans le combat anti-éolien. Beaucoup de choses sont en train de changer, je crois, en quelques mots. En quelques mots. Alors, d'une part, nous assistons à un effort considérable de la part des promoteurs pour implanter des éoliennes. Il est prévu dans la programmation énergétique que les éoliennes qui sont 8000 maintenant, leur nombre serait doublé. Ça veut dire qu'il y aurait des éoliennes partout. La volonté des le désir des écologistes à terme, c'est que tout soit remplacé par des éoliennes et du solaire. Donc ça veut dire qu'on ne pourra plus circuler en France, en dehors des zones habitées, sans voir des éoliennes, partout. Donc il y a un gros effort. Mais d'un autre côté, la résistance s'organise et progresse. Alors la résistance, elle est menée, mais pas seulement, mais très largement par la Fédération de l'environnement durable, avec son président Butré, qui est d'ailleurs intervenu. Oui, sur plusieurs fois sur Radio Santé et Liberté. Oui. Et ailleurs, parce que il ne choisit pas les endroits où il va là où on l'invite. Et cette résistance progresse. Nous assistons de plus en plus à des refus de maire d'accueillir les éoliennes, malgré toutes les promesses d'argent, à des dissidences, à des révoltes sur place, à la constitution d'associations et surtout de réunions, de collectifs d'associations locales, comme par exemple dans l'Indre ou l'Indre-et-Loire. Partout, il y en a eu. Et surtout ce qui est important, c'est que les médias ont changé. Auparavant, nous étions les NIMBY, c'est-à-dire Not in My Garden, nous étions contre la planète, c'était invraisemblable, etc. Aujourd'hui, l'opinion publique, grâce à ce qu'il y a dans les médias, où il y a des films, où il y a des documentaires, où on cite tous les cas de nuisances diverses et variées, sans être complètement retournés, adopte un autre point de vue. Et je voudrais dire qu'il va sortir un film que j'ai visionné hier soir, qui n'a pas été fait par la Fed, mais qui a été fait par 2 cinéastes. On parle beaucoup. Éolienne, rêve et réalité. C'est un film important, extrêmement convaincant sur la malfaisance à tous les points de vue. Financier, sur notre patrimoine architectural et paysager, sur la santé, aussi bien sur terre que sur mer, parce que nous avons une ceinture de fer qui va entraîner, notamment le combat actuel est à Saint-Brieuc. Donc en fait c'est une course de vitesse, et tout dépend de ce qu'il y a dans l'esprit de celui qui se trouve à l'Élysée aujourd'hui. Tant qu'il maintiendra cet objectif, qui est un objectif en liaison avec les Allemands. Il faut voir que notre énergie est en train d'être dépecée par l'Allemagne. Alors vous avez tout à fait raison de reparler de tout ça et de nous donner toutes ces informations. Comme il y reste peu de temps, je rappellerai juste le livre d'Alban Darguin, Éolienne, un scandale d'État, où tout avait été raconté. J'ai eu l'occasion avec Alban Darguin, en étant l'éditeur, de faire de nombreuses réunions à travers la France pour présenter son livre. Et effectivement, vous savez, il suffit que des éoliennes s'installent quelque part pour que les gens commencent à se révolter. Oui. Je parlerai aussi d'un allié objectif, enfin d'un allié actif plus exactement que le combat anti-éolien a depuis quelques années, c'est Éric Zemmour dans ses émissions qui maintenant régulièrement met en garde des Français contre ce danger et contre cela. Donc c'est tout à fait intéressant. André, on va laisser un petit peu la parole au professeur qui a sa chronique. Combien de temps 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes, pas une de plus. On est en train de fêter le bicentenaire ou centenaire, bicentenaire, je suppose, de la mort de Napoléon.
Bicentenaire. Et du coup... Vous allez dire du mal de Napoléon, là. Bien sûr. Voilà. Je suis là pour ça, mon cher. Ah, oui. Et Napoléon, qui est donc devenu, comme je l'ai expliqué il y a déjà assez longtemps, puisqu'il y a eu des petites interruptions, le syndic général des profiteurs de la Révolution. Il s'est quand même rempli les poches avec une cupidité extrêmement rare. Il est devenu le souverain le plus riche d'Europe juste après le roi d'Angleterre, en 10 ans. Eh bien, on en fait un grand conquérant légal d'Alexandre. Mais Alexandre, il a cultivé un rêve d'union de l'Orient et de l'Occident. Et avec Napoléon, on en est très très loin. Pourquoi? Parce qu'en fait, Napoléon, c'est le syndic général des profiteurs de la Révolution qui ont mis la main sur toute la rive gauche du Rhin, qui ont mis, bien entendu, en coupe réglée, comme ils ont mis en coupe réglée la France. Et ils ne veulent pas la lâcher. Or, tant qu'on garde la rive gauche du Rhin, il va se passer ce qui se passe depuis Richelieu, en fonction de cette stupide politique de pousser la frontière française jusqu'à la rive gauche jusqu'au Rhin, ce qui n'a aucun sens. D'ailleurs, le problème il en est qu'elle n'y a jamais été très longtemps et qu'elle ne l'est pas aujourd'hui. Et du coup, il va être entraîné, puisque l'Angleterre ne peut pas accepter ça. Il suffit de regarder la carte pour voir pourquoi. En 1803, donc il va y avoir la paix d'Amiens en 1802, 1803, elle reprend la guerre exprès. Et on sait qu'elle ne s'arrêtera jamais et que cette guerre n'est pas gagnable. Et donc Napoléon est obligé d'envahir le Portugal, puis l'Espagne, etc. Puis toute l'Europe centrale, la Russie, etc. Et qu'est-ce qu'il fait de ces conquêtes? Au lieu de faire une espèce d'ère française, où vous avez une certaine influence française, mais vous laissez les pays conquis, comme faisait Alexandre d'ailleurs, ou que faisait César, qui est quand même d'un autre niveau, devenir des pays qui s'inspirent de la France, qui sont ses amis. Il les découpe avec ses petits ciseaux, comme le petit robespierriste qu'il est, en petits départements. Ce qui fait que quand vous avez été Hambourg, vous habitez aux Bouches de l'Elbe, vous avez le code civil, vous avez le petit préfet, franc-maçon vraisemblablement, avec son petit costume avec des petites broderies, tout fier. C'est les narcs d'aujourd'hui, hein, ils existent toujours. Ces gens ont fourmi dans l'administration qui s'inspire de ça, c'est-à-dire l'Union européenne, hein, qui s'inspire de cette espèce de conquête qui se transforme en petits puzzles administratifs médiocres, tatillons et surtout stérilisants pour les peuples qui sont dedans. Et tout cela va entraîner une réaction, on va dire le réveil des nations, c'est-à-dire que toutes les nations vont tout d'un coup, au bout d'un moment, se dire on va tous faire comme Napoléon. Et quand tous les souverains d'Europe auront tous envie d'être Napoléon, tout ça se terminera glorieusement dans les boues des Flandres, de 1914 à 1918, et puis se reterminera dans les cendres de Berlin en 1945. Merci Napo. Eh bien, merci professeur. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, vous le savez, à propos de Napoléon, mais ici c'est un espace de liberté, et donc le professeur a le droit de s'exprimer. Voilà, si vous me laissez que 3 minutes, adieu les nuances. Bon, les nuances, on reviendra là-dessus un jour. Dans les 2 autres minutes. Alors, un mot, cher. Alors, on juge l'arbre à ses fruits, et les fruits pour Napoléon ont été malheureusement Trafalgar, Napoléon, la destruction de la Grande Armée en Hispanie et la retraite de Russie. Ça, c'est clair. Mais concernant la rive gauche du Rhin, le fait de ne pas d'avoir pas disposé de la rive gauche du Rhin d'une manière ou d'une autre, notamment par ce qu'aurait voulu Foch en 19, c'est-à-dire un État séparé, mais qui aurait permis de garder la rive gauche du Rhin, a mis la France, et met d'une manière générale la France, plus maintenant, mais mettez la France dans un état d'infériorité stratégique qui a été déterminante en 1940. On a quitté la rive gauche du Rhin en 1930. Si on ne l'avait pas quitté, la tâche de l'armée allemande aurait été beaucoup plus difficile. Tandis qu'au moment de leur assaut, ils étaient à 200 km de Paris, avant même que tout éclate. Eh bien, comme quoi, dans l'histoire, tout est lié. Voilà. Merci André Possokov, merci professeur. Merci Roland. Et à une prochaine émission, très dans 15 jours. Voilà. À bientôt, au revoir. À bientôt.